C'est l'avant-dernier paragraphe du cours sur les probabilités. On va parler de couple de variables aléatoires. Il nous restera à traiter, mais ça je le ferai que samedi, traiter le cas des variables aléatoires indépendantes. De toute façon, problème qui sera lié à ce qu'on va étudier lorsqu'on va étudier les courbes de variables aléatoires. Donc avant toute chose, il faut poser le problème. C'est un problème très particulier qu'on va explorer. On va déjà se donner deux variables aléatoires qui sont définies sur le même espace probabilisé. Donc déjà, ça commence par se donner soit oméga p un espace probabilisé fini. Donc on se donne un espace probabilisé fini, on va se donner deux variables aléatoires définies sur cet espace probabilisé. Donc variable aléatoire à valeur réelle, x défini sur oméga à valeur dans R, y défini sur oméga à valeur dans R, où je précise donc les supports de ces variables aléatoires, puisqu'on va se mettre en situation d'étudier ces variables aléatoires. Le support de x, je vais utiliser les mêmes notations qu'en cours, je vais l'appeler x1, xr, et le support de y, je vais l'appeler y1, ys. Donc là, je vais utiliser exactement les mêmes notations que pour mon cours. Alors, nous, ce qui nous intéresse quand on étudie une variable aléatoire, c'est étudier les probabilités d'apparition des événements élémentaires, c'est-à-dire connaître la probabilité que x soit égal à xi pour tout i compris entre 1 et r, et la probabilité que y soit égal à yi pour tout i compris entre 1 et s. Alors, seulement, on peut quand même bien comprendre que la maîtrise, ou la connaissance, comme vous voulez, des lois de Px, probabilité de x est Py, ne permet pas d'étudier les liens qui peuvent unir, a priori, la variable aléatoire x et la variable aléatoire y. Ne donne aucune information, concernant les liens unissant x et y. Concernant les liens unissant x et y. Donc voilà ce qu'on peut dire déjà dans un premier temps. Ce qui serait donc intéressant quand on étudie des variables aléatoires, c'est justement comment on peut relier ces deux variables aléatoires, et surtout, et c'est surtout dans ce sens-là qu'on va le faire, même si ça ne va pas apparaître directement dans les définitions du cours, ça apparaîtra plus tard. Est-ce que introduire une nouvelle variable aléatoire permet d'en étudier une plus simplement? Donc la plupart du temps, on ne va pas se donner deux variables aléatoires et on va étudier ce qu'on va appeler la loi du couple. Ce qu'on va plutôt faire, c'est étudier le problème qui porte sur une variable aléatoire, en introduire une nouvelle qui nous permet d'éclairer la loi de la première. Et pour ça, on passera probablement par des conditionnements et par ce qu'on va appeler la loi du couple XY. Donc, ce qui va être au cœur maintenant de notre analyse, une fois qu'on a posé le problème, c'est pour trouver des liens entre les deux variables aléatoires, on va en introduire une nouvelle qui va permettre de relier les deux variables aléatoires. On va considérer la loi d'une variable aléatoire couple, donc qui va être définie sur l'espace oméga, qui a une issue de notre expérience aléatoire, va associer xy appliqué à oméga, qui sera égal par définition au couple x de oméga, y de oméga. Ce qui permet donc de dire que cette variable aléatoire, on connaît parfaitement son support, puisque la première composante, elle, va varier dans le support de x, et la seconde composante va varier dans le support de y. Donc on crée ici une variable aléatoire, une nouvelle variable aléatoire qu'on va étudier, qui va nous faire le lien, qui va nous créer un lien entre les variables aléatoires x et y, bien que je le présente comme ça pour justifier pas mal de choix que je vais faire dans mon cours, mais dans la pratique, ça ne se passera pas exactement comme ça. On aura une première variable, une deuxième qui va éclairer le calcul de la loi de la première, et le moyen d'y parvenir, ça sera la loi de ce couple. Donc très souvent, on connaîtra x, on va chercher la loi du couple pour connaître y,
Donc le timing des exercices sera pas forcément le timing que je vais utiliser dans un premier temps pour définir les différentes lois, mais je le précise hein, pour que les choses soient bien claires. Donc là, on a une nouvelle définition, hein. Un couple que j'applique à oméga, donc à une issue de ma variable aléatoire, et bien ça, par définition, ce nouvel objet mathématique, c'est simplement le couple qui est formé par x de oméga et par y de oméga. Donc on va construire à travers cette définition-là. Pour appuyer ce qu'on a dit quand on a voulu poser le problème, on dégage une définition, donc la définition numéro 24, où on va donc considérer deux variables aléatoires réelles. Ces variables aléatoires qui ont un support qui est connu. Le support de la première, c'est x1, xr. Le support de la deuxième, c'est y1, ys. Et on définit à partir de ces deux variables aléatoires une nouvelle variable aléatoire qui est justement synthétisée, permettre de croiser les informations que peut révéler x et y, relier les informations que contiennent x et que contiennent y sous la forme d'un couple. Donc on sait comment fonctionne un couple, hein. L'égalité de couple, c'est l'égalité coordonnée par coordonnée. Donc cette nouvelle variable aléatoire avec une nouvelle fonction définie sur oméga et à valeur dans ce produit cartésien, et évaluer cette variable aléatoire sur une issue de notre expérience aléatoire se fait par le biais de cette définition. C'est la définition qu'on avait dégagée ici. Alors on sait bien que quand on étudie une variable aléatoire, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle les événements élémentaires. Donc ça, il va falloir regarder ça en particulier. Et ce qu'on va appeler la loi de cette variable aléatoire. Donc là, il va falloir aller un tout petit peu plus loin. Donc ça, c'est les deux points que j'ai dégagés ici qui sont soumis à des vérifications. Et d'ailleurs, je vais vous montrer d'autres notations possibles. Donc on vous dit que les systèmes, les événements qui sont formés par ces intersections, c'est un système complet d'événements. Je vous donnerai tout à l'heure une autre façon d'écrire l'événement x est égal à xi et y est égal à yj, par une égalité de couple, justement pour qu'on fasse bien le lien avec les événements élémentaires. Et donc, connaître la loi du couple, c'est connaître la probabilité des événements élémentaires, c'est donc connaître la probabilité de ces événements. Donc, la loi du couple, ce qu'on va appeler la loi conjointe, donc la loi du couple, ce qu'on va appeler la loi conjointe, c'est la connaissance donc les fameuses probabilités de ces événements élémentaires. Donc, comme on a R éléments dans l'espace d'état de x, dans le support de x et S éléments dans le support de y, pour former tous les couples possibles avec des éléments de x de oméga et de y de oméga, on va avoir R, S événements élémentaires associés à notre couple. Donc on verra d'ailleurs que les choses ne vont plus se contingenter dans un simple tableau. On aura un tableau à double entrée où on va mettre le support de x et le support de y. Donc ça, je vais vous apprendre à le formaliser différemment. Mais déjà, avant toute chose, on va en dire un petit peu plus sur ces événements élémentaires, sur la façon de les écrire, et puis aussi vérifier que c'est un système complet d'événements, bien entendu. Hein. Ça, c'est déterminant. Donc, développons un peu plus ce qui se passe concernant le système complet d'événements. Donc on a défini cette variable aléatoire, on a vu qu'elle était à valeur dans ce produit cartésien, hein, qui est le produit cartésien de x de oméga croix y de oméga. Donc les valeurs qui sont prises par cette variable aléatoire, ce sont des couples. Donc nous, on sait déjà que pour avoir un système complet d'événements, il suffit de considérer les événements x, y est égal à xi, yj, où i est un élément de l'intervalle d'entier 1r et j était un élément de l'intervalle d'entier 1s. Donc voilà déjà les valeurs qui sont prises par le couple ij. Donc on peut légitimement travailler sur ces événements-là et traduire avec les définitions d'égalité de couple ce que ça signifie. Donc nous on sait que deux couples sont égaux si et seulement si les premières coordonnées sont égales et les secondes coordonnées sont égales. Donc ce couple-là correspond à une conjonction, la conjonction de deux événements, x est égal à xi, y est égal à yj. Comme on sait que l'ensemble des événements x est égal à les éléments du support forment un système complet d'événements, eh bien on a l'assurance que l'ensemble des événements x est égal à xi inter y est égal à yj.
avec I qui varie entre 1 et R et J qui varie entre 1 et S, correspond donc aux événements qu'on peut aussi écrire, hein, c'est une notation d'ailleurs que vous trouverez dans les livres, xy est égal à xi, yj, où I est toujours un élément compris entre 1 et R, et J est un élément qui est compris entre 1 et S. Donc voilà donc un système complet d'événements associé à notre expérience aléatoire. Alors si on veut le prouver en utilisant des considérations ensemblistes, je m'y plie. Je vais calculer l'union des x est égale à xi inter y est égal à yj, avec ici i et j qui varient entre 1 et r respectivement et 1 et s pour i et pour j. On va pouvoir utiliser les propriétés de la réunion et de l'intersection, notamment ce qu'on appelle la distributivité de la réunion par rapport à l'intersection. Donc déjà, la première des choses, c'est d'écrire ça comme la réunion pour i variant de 1 à s de la réunion pour j variant entre 1 et r des événements xi inter yj. Donc là, on utilise les propriétés de commutativité et d'associativité de la réunion en réunissant les éléments indice par indice. Là, on peut utiliser les propriétés de distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Donc on va pouvoir récupérer l'union pour i variant de 1 à s de x inter xi inter l'union pour j variant entre 1 et r de y est égal à yj. Je peux bien vérifier que par distributivité de l'intersection par rapport à la réunion, cet événement inter cette réunion, c'est bien la réunion des intersections des deux événements donnés. Donc là, je viens d'utiliser, dans le sens inhabituel, la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Or, comme y est une variable aléatoire dont le support c'est... alors là, je me suis trompé, pardon. C'est les i fonctionnent avec les r et les j avec les s, et les i avec les r et les j avec les s. Voilà. Comme y est une variable aléatoire dont le support c'est y1, y2, ys, on sait que les événements y est égal à yj forment un système complet d'événements, et que la réunion de ce système complet d'événements, ça donne tout l'espace d'état oméga. Ce qui permet de dire que ça, c'est la réunion pour i variant entre 1 et r, des x est égal à xi inter oméga. Or, l'intersection de cet événement avec oméga est égale à cet événement, puisque cet événement est inclus dans oméga. Donc on obtient que ceci est égal à l'union entre i, enfin pour i variant de 1 à r, de x égale xi, qui est égal à oméga, puisque ceci forme un système complet d'événements. Puisque x est une variable aléatoire de support les xi. On n'a pas complètement terminé l'histoire. Là, pour l'instant, on a juste montré que la réunion de ces événements donnait l'espace d'état. On doit maintenant montrer que si je prends deux indices i, deux couples d'indices ij différents, eh bien les événements qu'on obtient sont a priori incompatibles. Et ça, par contre, ça se montre directement, puisque soit quand deux couples sont différents, ça veut dire que l'une des composantes est différente, et dans ce cas-là, l'intersection de x égale xi avec x est égal à xi' va être vide, ou l'intersection de y est égal à yj inter y est égal à yj' sera aussi vide. Donc comme l'une des deux intersections est vide, et que l'intersection elle absorbe, c'est-à-dire l'intersection de A avec le vide, ça va être l'ensemble vide, on obtient effectivement que les événements qui sont ici sont bien 2 à 2 incompatibles. Donc on peut même dire ici que l'union elle est disjointe, et donc on a bien affaire à un système complet d'événements. La suite est une simple définition. La définition 25 vous donne deux variables aléatoires définies sur oméga p. Les lois de x et de y s'appellent les lois marginales du couple xy. Donc ça c'est juste du vocabulaire. Les lois de x et y, c'est les lois marginales du couple, les lois des composantes.
et les variables aléatoires x et y, quand on travaille avec le couple xy, ça s'appelle les variables aléatoires marginales du couple xy. Donc là, c'est du vocabulaire qu'il faut intégrer, puisque c'est le vocabulaire que je vais utiliser dorénavant quand je vais parler de loi de couple. Alors maintenant, l'objectif, ça va être de voir comment on peut synthétiser assez facilement les résultats, les images, les valeurs des couples de variables aléatoires et les probabilités des événements élémentaires. Pour stocker les événements élémentaires, on ne va pas faire un tableau simple entrée comme je vous l'ai indiqué par la suite, on va faire un tableau double entrée. Donc on va indiquer ici le support de x, ici le support de y, et on va indiquer les probabilités, donc on va double indicer de réalisation des événements élémentaires. Donc on va récupérer, comme dans un tableau matriciel, P1J, P1S, etc., jusqu'à PR1, PR2, PRJ, PRS. Et ici, on récupère PI1, PI2, PIJ, PIS. Donc voilà le tableau associé. Et ce qu'on appelle PIJ, vous l'avez noté, ce qu'on appelle PIJ, c'est la probabilité d'un événement élémentaire. Probabilité que x, y est égal à xi, yj. C'est-à-dire, autrement dit, la probabilité de l'intersection x est égal à xi, inter y est égal à yj. Voilà la probabilité de cette intersection telle qu'on va la voir. Donc, notation évidemment qui va être valable quel que soit i compris entre 1 et r, et quel que soit j compris entre 1 et s. Ce qu'on va aussi remarquer dans le tableau, c'est que la connaissance de la loi du couple, donc c'est-à-dire quand on a les deux informations sur x et sur y, ça serait quand même intéressant de savoir si ces deux informations permettent de reconstituer les informations sur x et les informations sur y. Et là, on va s'apercevoir de quelque chose de terriblement intéressant. On va voir qu'en additionnant tous les éléments sur la ligne considérée, on va récupérer ici la probabilité que x est égal à x1, ici la probabilité que x est égal à xi, et la probabilité ici que x est égal à xr. Donc là, en additionnant les probabilités qu'on trouve sur chaque ligne, on va pouvoir reconstituer l'une des deux lois marginales de notre variable aléatoire. Si on fait le même travail sur les colonnes, ici on va récupérer la probabilité que y est égal à y1, la probabilité que y est égal à y2, la probabilité que y est égal à yj, et la probabilité que y est égal à ys. On va récupérer ces probabilités-là. Et donc, en toute logique, on va devoir vérifier, on va déjà devoir vérifier les propriétés que je suis en train d'affirmer ici, c'est-à-dire que la connaissance de la loi du couple permet de récupérer les lois marginales, loi marginale x, loi marginale y, et on va constater qu'en sommant tous les éléments du tableau, on va récupérer normalement 1. Donc ça, il faut le vérifier proprement. Commençons par regarder ce qui se passe sur la i-ème ligne de ce tableau. Pour calculer la probabilité que y est égal à xi, nous on dispose de quelles informations? On dispose d'informations qui sont relatives à la variable aléatoire y. Donc pour calculer cette probabilité, je vais utiliser le fait que la famille d'événements y est égale à yj, j appartient à l'intervalle d'entier 1s, est un système complet d'événements. Donc là on va récupérer la somme pour j variant entre 1 et s, de la probabilité que x soit égal à xi, inter y est égal à yj. Ça, c'est la formule des probabilités totales que l'on cite sans conditionnement, juste avec la probabilité des intersections. Donc ça, c'est la formule des probas totales.
Et par définition, c'est que la probabilité que x est égal à xi inter y est égal à yj est égale à la somme pour j variant entre 1 et s des pij. Donc on retrouve bien le fait que si on additionne tous les éléments qui sont situés sur la ième ligne, on va récupérer la probabilité que x est égal à xi. Si on fait le même travail ici sur la jème colonne, si on fait ce travail sur la jème colonne, on va récupérer que la probabilité que y soit égal à yj, en utilisant cette fois-ci le système complet d'événements x est égal à xi, où i est compris entre 1 et r. C'est donc la somme pour i variant entre 1 et r de la probabilité que x soit égal à xi inter y égale yj. Et ceci, c'est la somme pour i variant entre 1 et r des pij. C'est exactement ce qu'on a récupéré ici. La somme des éléments qui sont sur la colonne de yj va nous donner un élément clé, puisque ça nous donne, pour la somme des lignes et pour la somme des colonnes, la loi marginale x, la loi marginale py. Donc, on pouvait s'en douter quand même, hein. Si on connaît la loi du couple, on est capable de récupérer la loi marginale px, la loi marginale py. Dernière information qu'on peut récupérer sur le tableau, le fait que la somme pour i varie entre 1 et r de la somme pour j varie entre 1 et s des pij, et bien la somme de tous les éléments de ce tableau va être égale à 1. Alors pour le démontrer, on va jouer avec les propriétés de la somme. On va en particulier mettre des parenthèses en utilisant l'associativité de la somme. Et la somme pour j variant entre 1 et s des pj. Donc ici, vous avez vu que c'est i qui varie, donc l'indice qui varie ici. Donc la somme des pij, puisque... Pardon, c'est j qui varie. Donc la somme des pij, c'est la somme qu'on récupère ici. C'est la somme qu'on avait calculée ici. C'est donc la probabilité que x soit égal à xi. Et comme les x est égal à xi forment un système complet d'événements, on récupère que la somme de ces probabilités est égale à 1. Donc on voit que si on connaît la loi du couple xy, on est capable de récupérer en sommant les lignes la loi marginale selon x, en sommant les colonnes la loi marginale selon y, et on a la certitude également qu'en sommant tous les éléments du tableau, que l'on somme en ligne ou que l'on somme aux colonnes, on va récupérer 1. Si vous sommez en fait les éléments en additionnant déjà les résultats par ligne et en sommant tous les résultats, on récupère cette somme-là qui fait 1. Et si on avait échangé les symboles somme, on aurait récupéré le même genre de somme, mais en association avec les y est égal à yj, pour j qui varie entre 1 et s. Donc au final, on récupère que la somme de tous les éléments du tableau est égale à 1. Pour bien comprendre l'intérêt du vocabulaire qu'on a mis en place dans le chapitre sur les couples de variables aléatoires, on va étudier un exemple où on va justement prendre en compte le timing. Donc on dit on lance successivement 2 dés non truqués et on vous donne x, la variable aléatoire donnant le numéro du premier dé, et y, la variable aléatoire qui donne le numéro des 2 dés obtenus. Du maximum, pardon, le plus grand élément du 2 dés obtenu. Alors je vais juste appeler cette variable aléatoire x1 pour juste bien pointer le fait que c'est le résultat du premier dé. Alors, en fait, l'exemple que je vais traiter là, il est issu du problème qu'on peut se poser. On jette 2 dés successivement et on cherche la loi du maximum. Et pour chercher la loi du maximum, évidemment, si on a une information sur le résultat du premier dé, on ne sait pas quel est le résultat du deuxième dé, on ne l'a pas vu, mais on a un résultat sur le premier dé. On peut avoir accès à tous les renseignements que l'on veut sur cette expérience aléatoire. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer la loi de y. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est la loi du plus grand numéro. Voilà ce qui nous intéresse. Et l'objectif pour arriver à la loi de ce plus grand numéro, c'est d'exploiter une information supplémentaire qui est donnée par le modèle,
cette information supplémentaire, c'est connaître le résultat de x1. Donc, on va voir que le conditionnement par l'information que l'on a sur x1 va nous permettre de compléter complètement le tableau sur la loi conjointe du couple XY, puis récupérer ensuite Y, la loi de Y, comme loi marginale à la loi de couple. Donc, vous voyez que le timing ne sera pas forcément de dire je vais déterminer la loi de couple, puis après je détermine les deux lois conjointes. C'est un petit peu plus complexe que ça. La plupart du temps, la variable aléatoire x1, elle vient appuyer une connaissance, et en général, cette loi-là, on la connaîtra, et elle vient, quelque part, améliorer notre connaissance du modèle. Alors, c'est d'ailleurs ce que je vais dire. Déjà, quand on lance le premier dé, la loi de x1, elle est parfaitement connue, puisqu'on nous dit que le dé est équilibré. x1, il suit une loi uniforme sur l'intervalle d'entier 1, 6. Et donc, la probabilité que x1 est égal à i est égal à 1 sur 6, et ceci pour tout i compris entre 1 et 6. Donc là, on est dans un modèle fort classique, donc on peut répondre à la question absolument directement. Donc on sait déjà que la somme des éléments sur chaque ligne va être égale à 1 sur 6, puisqu'on sait que les lois marginales se récupèrent à l'aide de la loi conjointe en additionnant ce qui se passe sur chaque ligne. Donc là, on récupère la probabilité que x1 est égal à 1, la probabilité que x1 est égal à 2, la probabilité que x1 est égal à 3, bon, et etc., jusqu'à la probabilité que x1 est égal à 6. Donc là-dessus, il n'y a pas de lézard, on sait qu'on a affaire à une loi uniforme sur l'intervalle 1,6. Maintenant, pour avoir accès à la loi de Y, je vais chercher la loi de couple. Mais pour chercher la loi de couple, je ne vais pas directement avoir accès à l'information sur l'intersection. Je vais utiliser des conditionnements qui sont apportés par des événements dont je connais la probabilité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la probabilité que Y est égal à J, donc que le maximum des résultats des dés est égal à J, sachant que X1 est égal à I. Alors, il y a déjà quelque chose qui tombe sous le sens, c'est que, évidemment, si le résultat du premier dé, c'est I, la probabilité que le maximum est égal à J est nulle si J est strictement plus petit que I. Donc, c'est égal à 0 si J est strictement plus petit que I. Il nous reste donc à envisager deux cas, le cas où J est égal à I et le cas où J est strictement plus grand que I. Mais dans le cas où J est strictement plus grand que I, donc là, on sait que l'événement XI est réalisé. Donc on sait que le premier résultat du dé, c'est I. La probabilité que Y est égal à J, le maximum, c'est la probabilité que le deuxième lancé fournisse J. Donc cette probabilité, elle va aussi être de 1/6. Et lorsque J est égal à I, alors dans ce cas-là, pour le résultat du dé dont on ne connaît pas le numéro, on sait que ce sera tout numéro qui va donc être inférieur ou égal à I. Donc on va avoir a priori I choix possible sur 6 issues, sur 6 issues possibles, on a IK favorable sur 6 issues possibles. Donc là, on a une probabilité conditionnée qui va me permettre justement de récupérer la probabilité de l'intersection. Puisque je vous rappelle que la probabilité que Y soit égal à J, sachant que X1 est égal à I, est égal à la probabilité de X1 égale I inter Y est égal à J, divisé par la probabilité que X1 est égal à I. Moralité, la probabilité de cette intersection, donc c'est ce qu'on recherche, puisqu'on sait qu'on va passer par la loi de couple avant de récupérer la loi conjointe. La probabilité de cette intersection, c'est la probabilité conditionnée qu'on a obtenue ici, multipliée par la probabilité que x1 est égal à i, c'est-à-dire multipliée par 1/6. Donc on va récupérer dans les trois cas 0 si j est strictement plus petit que i sur 6 au carré si j est égal à i, et enfin
1 sur 6 au carré si j est strictement plus grand que i. Donc voilà ce qu'on va récupérer. Et là, on peut tracer le tableau, on peut compléter le tableau complètement. Donc avec les informations qu'on a, on sait qu'en dessous de la diagonale, on va récupérer des zéros. Sur la diagonale, on est dans la situation suivante. On va donc récupérer ici 1 sur 36, 2 sur 36, 3 sur 36, bon, etc. jusqu'à 6 sur 36. Je vais laisser comme dénominateur 36 pour que ce soit notre base de réflexion. Et ensuite, pour tous les autres éléments, on va récupérer 1 sur 36. Alors on peut vérifier que notre calcul est a priori cohérent, puisqu'on sait que lorsqu'on additionne les éléments sur une ligne donnée, on obtient 1 sur 6. Et c'est bien ce qu'on obtient à chaque fois. Donc a priori, l'analyse qu'on a fait contient en tout cas pas de faute scandaleuse, puisqu'elle est en cohérence avec les éléments qu'on a récupérés. Et maintenant que j'ai la loi du couple, vous voyez, j'avais la loi de x1, je récupère la loi du couple par déconditionnement, je vais pouvoir récupérer la loi de y. Puisque la loi de y, je vais la récupérer en additionnant ce qui se passe sur ces colonnes-là. Donc la probabilité que y est égal à 1, c'est 1 sur 36. La probabilité que y est égal à 2, c'est 3 sur 36. Et je vais continuer comme ça, avec 5 sur 36, 7 sur 36, 9 sur 36, 11 sur 36. Et je peux vérifier au passage que la somme des résultats obtenus doit faire 1. Ça fait 20. 20 et 12, 32. 32 et 4, 36. On obtient bien 36 sur 36, ce qui est cohérent avec une loi de probabilité. Et là, bon, de toute façon, on savait déjà qu'on avait à faire une loi de probabilité, puisqu'on avait une loi uniforme sur un 6. Donc là, on a récupéré la loi de y, mais vous avez vu le cheminement qu'on a utilisé. Donc on peut dire que la probabilité que y est égale à i est égale à 2i plus 1 sur 36, lorsque i appartient à l'intervalle d'entier 1. En 2i plus 1, je me suis trompé, pardon, c'est... Non, c'est bien 2i... Oui, 2i moins 1, pardon. Lorsque i appartient à l'intervalle d'entier 1, 6. Donc voilà le résultat de notre expérience aléatoire. Donc rappelez-vous du timing. Dans le cours, on vous a présenté ce que c'était que la loi d'un couple, évidemment. Donc c'est une loi qui permet de synthétiser des informations conjointes sur x et sur y. Qu'avec cette loi de couple, on peut avoir accès aux lois marginales de y, loi marginale de x1. Mais, encore une fois, que le timing, quelque part dans les calculs, est particulier. Très souvent, on visera la loi d'une variable aléatoire particulière qu'on ne sait pas calculer. On va conditionner par une autre variable aléatoire, comme on l'a fait ici, et grâce à ce conditionnement, on va pouvoir récupérer la loi conjointe, puis la loi marginale qui nous intéressait depuis le début. Donc voilà le timing et l'utilisation qu'on peut faire d'un tableau qui recense la loi du couple XY. On peut donc donner en conséquence la définition numéro 26 qui vient vraiment appuyer le travail qu'on a fait sur cet exemple-là. Donc effectivement, je vous ai donné ce que c'était que la loi de couple, c'est une définition que vous avez à connaître. La manière de calculer les lois conjointes, c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Mais il faut aussi prendre en compte l'intérêt d'étudier une loi de couple et le timing dans lequel on doit faire les calculs. Ici, en l'occurrence, on a bien vu que pour mener les calculs, on a déjà calculé les lois, enfin la loi de la variable aléatoire y conditionnée par x1, c'est ce qu'on a fait ici. On a calculé la loi de y conditionnée par x1, puisqu'on a calculé la probabilité que y soit égal à j, sachant que x1 est égal à i, pour tout i et j qui parcourent le support de x1 et de y. Donc là, on voit que le travail qu'on a fait sur cet exemple-là, où on passe de la variable aléatoire x1 à la loi de couple, à la loi conjointe y, c'est exactement le travail qui est donné par la définition. On vous donne deux variables aléatoires x et y. L'une est juste là pour appuyer une connaissance sur l'autre. En l'occurrence, pour avoir accès à la loi de x, on conditionnera
la loi de x par les événements y est égal à yj. Donc soit on le fait de façon totale, ou dans ce cas-là on appelle ça loi de x conditionnée par y, ce qui est le calcul de toutes ces probabilités pour tous les éléments qui apparaissent dans le support. Soit on fait un calcul juste qui porte sur un événement élémentaire associé à la variable aléatoire y. Donc on appelle la loi de x conditionnée par cet événement. C'est juste la connaissance des éléments du support de x et les probabilités conditionnées par y est égal à y. Donc ça c'est juste du vocabulaire, mais ce vocabulaire il vient vraiment appuyer le timing dans lequel on fera la plupart des calculs quand on manipulera des lois de couple de variables aléatoires. Voilà, donc il nous restera à explorer un point, je vous ai dit, très important samedi, c'est la notion de variable aléatoire indépendante, qui est une notion absolument cruciale en probabilité. Donc on avait déjà été amené à considérer des définitions d'événements indépendants sur la première partie du cours sur les probabilités. Là, on va aller au bout du concept en parlant de variables aléatoires indépendantes. C'est le thème sur lequel on travaillera samedi. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci.